Bonjour, chers auditeurs de la 98.7 Océan FM. C'est un immense plaisir de revenir sur cette antenne, comme tous les dimanches, pour parler avec vous de la politique, les faits saillants de l'actualité politique. À la présentation, Abdou Diouf. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Ahmed Takoula. Il est le secrétaire adjoint, le secrétaire général adjoint du Rassemblement pour la vérité And Ci Deug. Ce parti est dirigé par le docteur Cheikh Oumar Diagne. Bonjour, M. Takoula. Bonjour, monsieur Diouf. Je vous passe la parole, saluez nos chers auditeurs. Oui, c'est un plaisir d'être là parmi vous et aussi je salue les auditeurs de Océan FM. Si la présentation est incomplète, vous pouvez rajouter des éléments d'information. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Je suis le secrétaire général du Rassemblement, du secrétaire général adjoint du Rassemblement pour la vérité, dirigé par le professeur Cheikh Oumar Diagne. Mais en même temps, je suis logisticien, je travaille au niveau d'une multinationale qui s'opère dans les mines, et donc je suis le responsable logistique ici au Sénégal. Ah, c'est intéressant comme profil, donc on va parler des mines après, tout au long de ce débat. Alors, votre parti, le Rassemblement pour la vérité And Ci Deug, quelle est la date de création de votre parti et ses objectifs? Oui, le Rassemblement pour la vérité And Ci Deug est un parti qui a été créé en décembre 2015. 2015. Voilà, Okay. C'était en décembre 2015. Je me rappelle, lors du lancement de notre parti, on avait invité un certain Ousmane Sonko qui était là. Ok. Et il avait pris part au lancement de notre parti. Mais moi, personnellement, je n'étais pas présent parce que j'avais un décès. À cette époque-là, mon père était décédé. Donc, c'était pendant les cérémonies de funérailles qu'on a lancé notre parti. Et là aussi, les membres de notre parti voulaient en fait repousser, mais puisqu'on avait déjà loué une salle, donc on ne pouvait pas revenir en arrière. Le lancement, c'était où? C'était à la résidence Feto, à Foire. À la Foire. À la Foire, oui. Okay. Donc voilà. Et par la suite, nous avons fait toutes les démarches pour avoir notre récépissé durant l'année 2016. Mais malheureusement, depuis lors, on n'a pas eu notre récépissé sous le régime de Macky Sall. Jusqu'à présent, vous n'avez pas de récépissé? Effectivement. On est allé, en fait, il y a juste avant l'arrestation de Cheikh Oumar Diagne, c'est-à-dire juste avant sa dernière arrestation, on est allé ensemble au niveau du ministère de l'Intérieur. C'était moi, c'était Cheikh Oumar Diagne, notre secrétaire administratif, M. Salih Bokoum, et moi-même. Nous étions allés au niveau du bureau qui reçoit en fait les demandes des partis qui veulent avoir le récépissé. Mais à notre grande surprise, il nous a dit que notre dossier, en fait, il ne retrouve plus notre dossier. Alors que nous avions enregistré, on lui a donné notre numéro d'enregistrement, il dit qu'il n'arrive pas à le retrouver. C'était une chose qui était quand même assez bizarre. Mais personnellement, ça ne m'a pas surpris. Parce que j'avais dit à Cheikh Oumar Diagne, tant que le président Macky Sall serait à la tête de ce pouvoir, de cet État, il n'aura pas de récépissé. Voilà, ça, je lui avais dit ça et il s'y attendait quand même. Ok. Voilà. De toute façon, vous allez recevoir votre récépissé légalement comme tous les autres partis. Alors, un autre parti politique du même nom, le Rassemblement pour la vérité Deug Moweur, dirigé par Modou Fall. Vos deux partis ont utilisé pratiquement les mêmes termes. Est-ce que vous avez le même idéal, le même objectif? Bon, je ne sais pas, parce que je ne maîtrise pas en fait les textes de ce parti, ni aussi son idéologie. Donc personnellement, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Voilà. Ok, le parti Deug Moweur a pour slogan de regrouper les bonnes vertus pour construire un pays prospère. C'est ça son slogan. Votre parti politique défend la vérité dans toutes ses formes. Vous luttez contre la tromperie, la corruption et les injustices.
vous œuvrez pour un monde plus juste et plus équitable, fondé sur la vérité. Est-ce que ce sont là les raisons de vos engagements contre le régime de Macky Sall? Notre engagement, ça va au-delà du régime de Macky Sall. Parce qu'on a nous, en fait, on s'est engagé en politique pour faire un changement systémique. Parce qu'en fait, c'est le même système depuis les indépendances jusqu'à présent. Avant, on avait connu la colonisation et on a vu les conséquences que ça a eu à faire en Afrique. Et après, il y a eu la période de la décolonisation des indépendances. Mais on nous avait donné notre indépendance, mais par contre, la souveraineté ne suivait pas. Donc, ce qui faisait, en fait, ce qui a fait, en fait, au début des années 60, on a vu l'engagement des partis de gauche qui avaient très tôt compris que certaines indépendances-là n'étaient pas effectives. Donc, il leur fallait, en fait, avoir une certaine souveraineté. Et là, j'en profiterai pour les rendre hommage. C'était le PAI, par exemple, de Majmoud Diop. Tout le monde se rappelle de Majmoud Diop. Tout à fait. Et de son parti, en fait, donc, qui était composé d'éminents patriotes et qui ont compris que, en fait, nous avons certes notre indépendance, que de nom, mais la souveraineté ne suivait pas. Donc, ce qui fait qu'en fait, eux, ils étaient persécutés. Donc, le fameux slogan Mom Serew, Bok Serew, Defar Serew. Mom Serew, c'est la souveraineté. Bok Serew, c'est une certaine solidarité et Defar Serew, et c'est construire le pays. Donc, ce parti, malheureusement, a été dissous en 1959 lors des élections. Et ce sont ces mêmes slogans qui reviennent aujourd'hui. Effectivement. Donc, ce sont ces mêmes slogans qui reviennent, mais à l'époque, à cette époque-là, en fait, la masse critique, cette masse critique qu'on retrouve aujourd'hui, n'était pas encore là. Il y avait une minorité, des gens qui avaient fait des études et qui comprenaient les enjeux du moment, mais malheureusement, le discours n'arrivait pas à convaincre la masse. Tout à fait. Parce que le niveau d'éducation, le niveau d'instruction à l'époque n'était pas, en fait, n'était pas comme aujourd'hui. Maintenant, il y a un changement de paradigme, il y a une nouvelle conscience, une nouvelle masse critique. Les jeunes sont éveillés, il y a la communication, donc les enjeux maintenant deviennent de plus en plus, en fait, partagés. Tout le monde sait ce qui se passe maintenant dans ce monde. Le développement technologique également, l'avancée, l'Internet et autres. Ça a beaucoup contribué donc, à l'éveil de conscience. Ce que, en fait, par exemple, actuellement, en Afrique, on est en train d'assister à un vent de souverainistes qui souffre, que la jeunesse africaine s'approprie, s'est appropriée. Et ils se sont appropriés les luttes par rapport menées au début des indépendances par une certaine classe politique et qui était persécutée et représentée par une gauche africaine. Donc, quels sont ces leaders-là que vous... Ces leaders-là. Au Sénégal, on avait connu Majmoud Diop. J'ai parlé de Majmoud Diop. Et même après aussi. Mais en Afrique, il y avait les Kwame Nkrumah. Il y avait Kwame Nkrumah qui prônait le panafricanisme, au-delà même de ces idées, d'un idéal anti-impérialisme, mais aussi il proposait une alternative, le panafricanisme. Cheikh Anta Diop aussi, et qui prônait en fait la renaissance africaine. Tout ça. Donc, mais j'aimerais bien me caler pourquoi en fait les partis de gauche qui étaient ils n'étaient pas en fait adeptes, ils étaient adeptes peut-être du marxisme de Karl Marx, mais également c'est le contexte qui les imposait, ou bien c'est le contexte qui les poussait à adopter l'idéologie marxiste, parce que c'était la seule idéologie qui s'opposait à l'impérialisme. Tout à fait. Karl Marx, je pense que c'est Lénine qui disait que l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme. Nous qui avons connu l'impérialisme, qui ont été victimes de l'impérialisme, et c'est tout à fait normal qu'une certaine classe politique qui se réclame souverainiste, nationaliste, s'approprie l'idéologie marxiste qui répondait plus à leurs aspirations. Raison pour laquelle on a vu la floraison en fait des mouvements de libération, d'obédience, marxistes et léninistes, et qui avait aussi des relations avec l'URSS parce que c'était une période de bipolarisation avec la guerre froide qu'on a connue. Et donc tout ça faisait qu'ils se réclamaient marxistes. Cette lutte-là, c'était pas proprement dit une fin. Le marxisme, c'était pas une fin en soi, mais c'était un moyen d'atteindre notre souveraineté. Parce que c'était la seule idéologie qui pouvait contrer l'impérialisme à l'époque. Et malheureusement, en fait, comme je disais, le discours était là. Mais par contre, la masse ne pouvait pas suivre, ne suivait pas. Mais il y a aussi, au-delà même des figures africaines dont vous avez parlé, mais il y a même Patrice Lumumba.
Patrice Lumumba qui a été aussi combattu. Il y a même l'université de Lumumbashi en URSS. Tout à fait. Donc voilà, donc au-delà de Patrice Lumumba, de Kwame Nkrumah, mais même au Sénégal, au sein même de notre État, il y avait un certain Mamadou Dia. Tout à fait. Tout le monde le sait. Et les orientations de Mamadou Dia étaient un peu différentes de celles de Léopold Senghor, notre président, qui suivait un peu la ligne directrice de la France, de la grande métropole. Tout à fait. On a vu que Mamadou Dia voulait une autonomie, voulait en fait plus de souveraineté pour le Sénégal. Il a mis en place en fait les coopératives agricoles, le monopole de la chaîne agricole détenue par une certaine classe qui était là et qui a connu, en fait, soutenu même par l'ancien colon. La bourgeoisie. La bourgeoisie, mais également une certaine classe maraboutique. Ça aussi, il faut le dire. Tout à fait. Il a cassé ce monopole-là. Ils font partie de la classe de la bourgeoisie, ces marabouts. Exactement. Donc, tout ça, on a vu. Et puis, il avait fait un voyage au niveau des pays de l'Est. On avait vu d'habitude. On avait tous les chefs d'État africains qui faisaient des voyages au niveau des pays de l'Est, avant de rentrer chez eux, aller en France rendre compte. Mamadou Dia avait refusé de faire ça. Tout le monde connaît l'histoire. Tout à fait. Donc, il avait, en fait, il réclamait beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus de souveraineté, beaucoup plus d'autonomie à l'égard de la France. Et tout le monde a vu la fameuse crise de 1962, une crise imaginaire, un coup d'État imaginaire. Donc, comme ça, on l'a liquidé. Il a fait 12 ans de prison. Mais en étant en prison, Mamadou Dia s'est rendu compte, en fait, du combat que menait en fait, une certaine gauche. Il s'est un peu rapproché, en fait, de cette gauche. C'est dans les années 74, avec la pression même internationale, parce que Senghor, n'oublions pas que le Sénégal était le laboratoire de la France sur les questions démocratiques en Afrique. Voilà, tout le monde sait qu'on l'a poussé à se démocratiser. C'est comme ça qu'il a créé les 4 courants. En fait, il était socialiste, Abdoulaye Wade libéral, et Majhemout Diop marxiste, léniniste. Comme ça, c'était une sorte de laboratoire. Et par la même occasion, il y a une vague de libération qui s'en est suivi, qui concernait les détenus politiques avec les grâces. On a libéré Mamadou Dia, qui était condamné à perpétuité. La gauche historique, il y en a qui ont fait 10 ans de prison. Et même un certain Dr Diallo Diop, que vous connaissez très bien. Il a été condamné à perpétuité. Il était le frère d'Omar Blondin Diop. Lui aussi, on l'a libéré. C'est cette vague. Vous savez, donc c'est comme ça. Et cette masse critique était là. Mais malheureusement, la masse ne suivait pas. Maintenant, avec le développement vous voulez parler de la masse le peuple. Mais je veux parler du peuple. On les a même diabolisés. On disait même à l'époque que les communistes ne croyaient pas en Dieu. Ils l'avaient mis à mal avec la classe maraboutique. Donc tout le monde savait ça. Et ça, c'est une politique de diabolisation. Et ce qu'on l'a même connu sous le régime de Macky Sall, avec les autres partis d'opposition. On les diabolisait en disant que c'est des terroristes. Voilà, ils veulent brûler le pays, alors que tel n'était pas le cas. C'est des vieilles méthodes de diabolisation et de d'isolement aussi. Donc c'est comme ça. Mais maintenant, en fait, les choses ont évolué. Comme je dis, il y a une nouvelle masse critique dans la jeunesse africaine et qui réclame plus de souveraineté. Tout à fait. Vous savez, je me suis dit, quelquefois je discute avec des amis, même avec Cheikh Omar Diagne, je dis qu'en Afrique, c'est comme si le système démocratique à l'Occident imposé en Afrique a montré ses limites. Pour moi, on devait faire les assises de la démocratie occidentale et importée d'Occident et qui est pratiquée ici en Afrique. Qu'est-ce que la démocratie nous a apporté? Qui est pratiquée pendant longtemps. On nous a toujours fait croire que voilà le meilleur système, le meilleur modèle de gouvernance démocratique et qui peut même aller au développement. Mais de 60 ans maintenant, il y a eu des régimes, depuis le discours de Gaulle de Mitterrand, la fin des années 80, au début des années 90, il y a eu une ouverture démocratique dans tous les pays africains. Il y a eu des alternances. Il y a certains pays qui ont connu des alternances. Mais est-ce que ces alternances, qu'est-ce que ces alternances ont apporté aux peuples africains? Au contraire, ça a même abouti à des crises. Tout à fait. Je peux donner l'exemple de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça a donné? C'est un système démocratique qu'on nous a imposé. Mais même le Mali, avec Ibeka a été élu démocratiquement, mais il a été réélu et paradoxalement, le peuple s'est levé contre lui. Ce qui veut dire que ces systèmes démocratiques ne collent pas avec nos réalités. Les Africains ne se voient pas sur ce système démocratique. Et qu'est-ce qu'on fait? Et paradoxalement, au début des années 80, 90 même, les coups d'État militaires, c'était des régimes de dictature. Les populations avaient peur. Mais à la fin, au XXIe siècle, dans ce XXIe siècle-là, tous les régimes militaires, c'est des régimes
sont populistes à la limite, mais également qui bénéficient même de la légitimité populaire, alors qu'ils sont arrivés au pouvoir de façon antidémocratique. Vous voyez ce qui se passe au Mali, avec Assimi Goïta, vous voyez ce qui se passe en Burkina Faso, récemment au Niger, en Guinée. Ils ont l'adhésion de la population et de cette jeunesse. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'ils ont très tôt compris que les aspirations de cette jeunesse-là, c'est plus de souveraineté. Et par intelligence, je ne sais pas s'ils croient en leur discours, mais en tout cas, leur discours colle parfaitement avec les aspirations de cette jeunesse-là, à savoir un discours souverainiste, beaucoup plus autonome. Et c'est comme ça qu'ils ont bénéficié de cette légitimité. Et pourtant, Thomas Sankara avait réussi ça. Bien sûr. Mais on l'a écarté en soutenant Blaise Compaoré, son ami. Thomas Sankara, effectivement, dans les années 80, il avait fait une révolution populaire. Tout à fait. Vous savez, je pense que Thomas Sankara s'est un peu inspiré de la Chine. Hein. La Chine a adopté le marxisme et comment dirais-je, la Chine, elle était marxiste, mais elle l'a adopté par rapport à sa réalité. Elle a rendu sa révolution populaire. Une révolution, pour que ça germe, pour que ça prenne forme et que ça dure dans le temps, il faut que ça soit populaire. Quand je dis de révolution populaire, c'est une révolution qui bénéficie de l'adhésion des populations. Il faut que les masses s'approprient d'abord. Tout à fait. Donc c'est ce que Thomas Sankara a essayé de faire. Surtout la masse paysanne. Exactement. À l'époque. Mao a fait la grande marche. La révolution est partie des campagnes, de la campagne, et pour arriver dans la capitale. Du nord au sud. Du nord au sud. Vietnam, avec Ho Chi Minh, aussi, il a fait la même chose. Donc, la révolution bolchevique d'octobre 1917, c'était aussi populaire. Tout à fait. Donc, mais ça, ce qui faisait que c'est ça la différence entre Thomas Sankara et les autres présidents, ou bien les autres chefs d'État qui ont voulu transformer leur pays. Donc, une révolution populaire. Le Sénégal, la différence entre le Sénégal et ces autres pays, c'est que le Sénégal n'a pas cette connu et nous sommes épargnés des régimes militaires. Ça. Mais c'est le même paradigme. Et c'est cette même révolution qui s'est passée ici au Sénégal. La seule différence, eux, ils ont pris les armes pour arriver au pouvoir. Nous, c'est par la voie des urnes. Par la voie démocratique. Par la voie démocratique. Regardez le plébiscite du président Bassirou Diomaye. Pour la première fois, et la spécificité même de l'élection de Bassirou Diomaye, en fait, elle est un peu différente de ce qu'on a appris par rapport à l'élection présidentielle. On nous a toujours dit que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Mais personnellement, l'élection de Bassirou Diomaye démontre le contraire. Bassirou Diomaye, au début, le candidat, c'était Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko a réussi quelque chose. Il a fait croire aux Sénégalais un projet. Ça veut dire que n'importe qui aurait porté ce projet, il serait élu. Tout à fait. Bassirou Diomaye a porté le projet. Donc les Sénégalais ont beaucoup plus voté pour un projet que pour un homme. Tout à fait. Et c'est ça qui fait, c'est une révolution. La révolution porte des idées et non pas des hommes. En Russie, c'était la révolution. En Chine, c'était une révolution. Thomas Sankara a voulu faire une révolution aussi, en transformant en fait cette masse critique-là. Et c'est ce qui maintenant aussi, on est en train de réussir. Aujourd'hui, en Afrique, cette révolution est portée par des régimes militaires, comme le Mali, mais nous au Sénégal, c'est par voie démocratique. Tout à fait. Et c'est ça qui fait la spécificité et le charme, en fait, ce qui fait en fait notre identité ici au Sénégal. Ça, c'est important. Vous êtes également un parti politique sénégalais qui vise à bâtir, comme vous l'avez dit, une Afrique unie, souveraine et prospère, en tirant parti de son héritage culturel, historique et religieux. Oui. Vous croyez vraiment que le continent africain pourra s'unir un jour, comme l'ont fait les autres continents européens et américains? Oui, on y croit. On y croit, mais d'abord, il y a des préalables. Voilà. Vous savez, l'Europe ne s'est pas réunie en un seul jour. Depuis après la Deuxième Guerre mondiale, avec cette pacte d'agricole commun, je parle pacte, il y a eu un processus de rapprochement et une convergence par rapport à des normes macroéconomiques, même aussi idéologiques, parce que aussi l'Europe l'Europe a une société un peu libérale. Donc il faut rapprocher les idéaux, c'est-à-dire il faut que en fait les régimes politiques s'accordent sur certains principes d'abord.
et s'accorder sur cela, avant de pouvoir aller vers une intégration. D'abord, il y a une intégration sous-régionale qu'on connaît, mais cette intégration sous-régionale, en fait, tarde à décoller. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours sous tutelle française. Mais c'est pourquoi je vous pose cette question-là. Il faut nous départir de la France, d'abord. Et là, je pose le problème du franc CFA d'abord. Il y a une intégration économique avec l'UEMOA qui est composée de 8 pays. Mais l'UEMOA, il y a une monnaie qui est là. Cette monnaie, c'est le franc CFA. Tout à fait. Le franc CFA, c'est une monnaie coloniale. Parce que je pense que ça a été créé dans les années 40 ou 48 ou 47, je pense. Si peut-être je peux me tromper sur l'année. Mais quand même, c'était une monnaie coloniale. Et cette monnaie-là était destinée aux colonies. Parce que nous avions une matière première. La France venait de sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait le plan Marshall. Et il fallait que la France se relance. Nous, les colonies africaines, nous n'avions que la matière première. Il fallait créer une monnaie. Et cette monnaie-là était destinée à l'exportation des matières premières africaines vers le métropole et pour construire le métropole. C'était juste ça. Et on ne peut pas, sur la base de la création d'une monnaie comme ça, après les indépendances, maintenir le même mécanisme. On a juste changé l'appellation. Avant, c'était colonie française d'Afrique. Maintenant, c'est la communauté française d'Afrique. Mais la forme, c'est le franc CFA. Ça existe toujours. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire que si on veut devenir, en fait, autonome et souverain, il nous faut avoir notre propre monnaie. Un pays ne peut se développer sans avoir notre... Je ne suis pas contre qu'il y ait une monnaie commune au niveau africain, et même au niveau régional, et même au niveau africain, si on veut. Mais il faut que cette monnaie-là, que les États africains puissent frapper leur propre monnaie. Parce que notre monnaie est arrimée à l'euro. Et c'est la France qui nous garantit. Ce qui veut dire que notre monnaie sur le plan international n'existe pas. Nous n'avons pas une politique monétaire. Là, je ne suis pas un économiste, ce n'est pas pour faire c'est pas un débat économique. Mais c'est bien. Mais c'est quand même important pour vous dire que, parce que l'économie et la politique, tout est lié. Hein. Tout à fait. La monnaie, ce n'est pas une question d'économiste, mais aussi c'est une question aussi qui interpelle tout le monde. Hein. C'est une question de souveraineté. Un État souverain ne peut prospérer sans avoir sa propre monnaie. Comment pouvez-vous comprendre que nous, qui avons connu la colonisation, qui avons eu l'indépendance, qui sommes en retard et qui aspirent au développement, puissent avoir une monnaie dont le seul objectif, c'est de maintenir l'inflation. C'est-à-dire, on n'a pas une politique monétaire qui favorise le développement. C'est ça le problème, le franc CFA. Le franc CFA, ce n'est pas une monnaie qui favorise le développement. Si on veut se développer, il faut avoir une monnaie, une politique monétaire qui favorise le développement, qui favorise l'investissement, et non pas une politique monétaire dont la seule vocation est de maintenir les prix pour éviter l'inflation. Et cette notre monnaie, malheureusement, elle est tellement forte qu'elle est destinée simplement à importer, à acheter les produits importés. Nous avons des matières premières qu'on n'arrive pas à transformer, et nous n'avons pas les moyens de les transformer. Il y a un problème de financement. Et si nous voulons financer notre économie, on est obligé d'aller vers les institutions de Bretton Woods, telles que le FMI, la Banque mondiale, les institutions internationales. Et ces institutions internationales nous imposent une politique qui n'est pas, qui ne défend pas nos intérêts. Qui n'est pas adaptée à nos réalités. Mais bien sûr, et même qui ne défend pas, parce que je fais l'exégèse un peu des politiques, d'orientation économique, surtout imposées par le FMI et la Banque mondiale. Au début, il y avait une nationalisation, peut-être toutes les entreprises étaient nationales. L'État contrôlait et c'était tout à fait normal au début. Mais après, au début des années 80, avec la sécheresse, le choc pétrolier, tout ça, il y a une politique qu'on appelle de privatisation, moins d'État, mieux d'État. On a privatisé, en fait, les entreprises nationales, mieux les politiques publiques. C'est-à-dire les politiques publiques telles que la santé, l'éducation, la Banque mondiale ou bien le FMI a obligé à l'État de se désengager un peu, ce qui a amené au réveil. L'éducation et l'accès aux structures sanitaires de base était assez difficile. Mais ça, c'était depuis sous Abdou Diouf, sous le régime d'Abdou Diouf, mais c'est ça, avec la politique d'ajustement structurel. Et qui est une mauvaise politique. Et ce qui enseigne, ça en est suivi de quoi? Mais la pauvreté a augmenté. La précarité a augmenté. Avant, le slogan de la Banque mondiale était quoi? Aider les pays que nous sommes, nouvellement indépendants,
à accéder au développement, à émerger. Mais après, par la suite, ils ont changé de slogan. Maintenant, c'est la lutte contre la pauvreté. Ça veut dire que donc on a revu notre objectif au rabais. Tout à fait. La pauvreté, elle est là. C'est un échec total. Ils nous obligent à brader nos ressources. Les multinationales viennent exploiter nos ressources. En échange de quoi on nous prête de l'argent avec des taux d'intérêt assez exorbitants et nous orientent sur des politiques qui ne favorisent pas notre développement et qui nous rendent dépendants de l'Occident. Et c'est ça la réalité. Donc voilà, c'est ça pour vous dire que tout ça, c'est le résultat d'une mauvaise politique économique, mais également aussi, c'est parce qu'on n'a pas notre propre monnaie, comme je le disais tout à l'heure. Si on n'a pas notre propre monnaie, on ne peut pas financer notre développement. Mais monsieur Takoula, certains pays pourtant ont leur monnaie et ça tarde toujours à décoller. Je peux prendre l'exemple de la Guinée. Mais la Guinée, si on compare la Guinée, il faut faire l'historique de la Guinée. La Guinée, en 1958, il y a eu le vote pour, en fait, voir si on reste dans la communauté ou non. C'est pour faire la comparaison, parce que nous, on... Mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre. La Guinée avait voté non. Oui. Contrairement à nous qui avons voté oui. Les autres peuvent être dans la communauté. Tout à fait. Mais la Guinée, en votant non, la Guinée a pris son indépendance. Et bien entendu, est sortie du franc CFA. Tout à fait. Mais De Gaulle, pour punir Sékou Touré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec Jacques Foccart, ils ont pris de faux billets, ils ont introduit dans l'économie guinéenne, et ce qui a fait l'inflation, et c'est ce qui a plombé un peu l'économie guinéenne. Jusqu'à présent, ils vivent les stigmates de ce complot-là. C'est tout à fait normal. Et puis, il y a aussi des coups d'état militaires, une mauvaise gestion, la corruption, tout ça. Donc, ce qui fait que la Guinée tarde à décoller, malgré qu'elle ait sa propre monnaie. Mais par contre, on peut prendre l'exemple du Maroc, qui était membre du franc CFA. Mais le Maroc a sa propre monnaie et on a vu ce que ça donne. Il y a eu d'autres pays, il y a la Tunisie, il y a d'autres pays, des pays qui ont leur propre monnaie et qui actuellement qui connaissent maintenant l'émergence. Et mieux encore, le Maroc est en train de conquérir même le marché sous-ouest africain. Tout à fait. Voilà. Donc ça c'est une analyse très claire. Alors votre leader politique, changeons un peu, Cheikh Oumar Diagne, que nous saluons au passage, a fait la prison sous le régime du président Sall. En tout cas, Cheikh Oumar Diagne, sur ces 3 arrestations, il n'a pas été jugé, d'abord. Et ça veut tout dire. Ça veut dire que le régime n'avait rien, absolument rien. Je reviendrai sur ça. Voilà, ça veut dire que... C'est-à-dire que je vous pose cette question-là parce qu'on a vu qu'il a été emprisonné. Parce que tout simplement, il a attaqué directement l'État. Est-ce que c'était un excès d'engagement qu'on ne voyait pas pratiquement avec les autres leaders politiques? Moi, je ne vois pas que ce soit un excès d'engagement. Il ne s'est pas attaqué à l'État, il s'est attaqué au régime. C'est-à-dire que les gens confondent l'État et le régime. Et malheureusement, sous le régime de Macky Sall, on a plus confondu en fait, le régime et l'État. Parce qu'on a surutilisé l'État, les services de l'État, pour combattre des adversaires politiques. On a utilisé la justice pour combattre des adversaires politiques. On a utilisé la police, la gendarmerie pour combattre des adversaires. On a même utilisé l'administration. On a vu ce qui s'est passé à la direction générale des élections. Même l'administration territoriale, on a vu ce qui s'est passé avec les gouverneurs, certains préfets qui faisaient du zèle. Donc, tout ça, donc, si on attaque à ces pratiques, les gens ont tendance à croire que vous attaquez à l'État. Or, c'est le régime qui utilise l'État pour combattre des adversaires politiques. Et comment faire aussi pour riposter face aux attaques de l'État? Qu'est-ce qu'il faut faire? Cheikh Oumar Diagne, pour en revenir à lui, lors de sa première arrestation, c'était quoi? C'était un différend avec Maître Djibril War, le député. Il a posé une question. C'était lors d'une émission sur Walfadjri. Et il lui a dit il y a des députés, 13, ils étaient au nombre de 13, des députés sénégalais qui sont membres de PGA. PGA est une organisation qui défend beaucoup de choses, mais aussi le droit des homosexuels. Et tout le monde sait, par rapport au Sénégal, par rapport à notre réalité socio-culturelle, notre opinion, notre rapport avec l'homosexualité. Donc voilà. Et lorsque il a posé cette question, il a dit, demandez à Djibril War s'il est membre même du PGA. Il a posé une question, il n'a pas accusé. Alors que lui-même, il savait qu'il était membre. Hein, parce qu'après, on a vu son nom. Djibril War l'a appelé à l'émission. Il l'a insulté. Il l'a menacé. Et en fin de compte, c'est Djibril War qui porte plainte et on arrête Cheikh Oumar Diagne. C'est ça. C'est ce qui s'est passé.
Et même si Cheikh Omar Diagne avait fauté, j'aurais pu comprendre. Parce que c'était dans l'ordre d'une émission. On aurait pu l'amener en flagrant délit. Mais pour la première fois, un dossier flagrant délit, en flagrant délit, on l'instruit. Moi, à l'époque, j'ai vu un des avocats de Cheikh Omar Diagne qui me dit qu'il a fait plus de 20 ans, presque 30 ans. Il n'a jamais vu ça. C'est la première fois qu'il voit un dossier en diffamation qu'on instruit. C'est comme ça qu'il m'a l'a dit au tribunal. Pour vous dire que ça, l'objectif, c'était pas de régler un différend judiciaire, mais c'était juste de museler un adversaire politique. Parce que ça a coïncidé avec le moment où Cheikh Omar Diagne avait déclaré qu'il voulait participer aux élections législatives. Donc, la deuxième arrestation, c'était quoi? C'était l'affaire Imam Aliou Ndao. Imam Aliou Ndao lui-même, on l'avait accusé de terrorisme. Il a fait plus de 3 ans de prison au camp pénal. Lors d'une émission, il a décrit sa condition carcérale, les sévices qu'il subissait. Et après, il est sorti, lorsqu'il est sorti de prison, il a trouvé qu'en fait, il développait certaines maladies, en fait, sa santé était fragile. Bon. Mais Cheikh Omar Diagne, après quelques temps après, Imam Aliou Ndao est décédé. Cheikh Omar Diagne a repris les mêmes propos de Imam Aliou Ndao, décrivant son séjour carcéral, et il a demandé à ce qu'il y ait une enquête. Parce qu'il était de la responsabilité de l'État, parce que c'est l'État qui l'a emprisonné. Il est sorti lorsqu'il est entré en prison, il était en bonne santé. Il est sorti de prison et sa santé est devenue fragile, et après il est mort. Dans un pays normal, mais une enquête serait ouverte pour voir les circonstances de son décès. Et comme ça, on l'a accusé de diffusion de fausses nouvelles, etc. On l'a mis en prison avec Abdou Karim. La troisième arrestation, c'était lors d'une déclaration conjointe avec Dambodj et Clédor. Cheikh Omar n'a fait que résumer ce que Clédor et Dambodj ont dit. Et on l'a arrêté au bon point. On a épargné les deux autres et on l'a arrêté. Ce qui veut dire que tout ça, à chaque arrestation, en fait, coïncide avec un acte ou bien une intention par rapport à son agenda politique. Donc, l'arrestation d'Imam Aliou Ndao, c'était lors de notre lancement. Parce que je vous dis, on avait créé notre parti en 2015, mais notre parti était en hibernation. En septembre 2022, Cheikh Omar Diagne a lancé notre parti, le Rassemblement pour la vérité. Le parti était déjà créé, mais il a lancé pour qu'on reprenne les activités politiques. Le jour même du lancement de notre parti, c'est ce jour-là qu'on l'a arrêté. Pour sa dernière arrestation, c'est lorsqu'il avait fait la déclaration de candidature à la présidentielle. C'est durant cette période-là qu'on l'a arrêté. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'État, le régime en face, ne voulait pas de Cheikh Omar Diagne dans l'arène politique, parce que son discours dérangeait. C'était tout simplement ça. C'était pas par excès d'engagement politique, c'était plutôt parce que l'État avait peur. Non, il est engagé également. Il est très engagé. Il est très engagé, mais je vous dis, c'était pas par rapport à ça juste. Il était par rapport à son engagement, c'est certes. Mais c'est pas parce qu'il a fait quelque chose il avait versé dans l'excès de quoi que ce soit. Mais c'est juste par rapport à son discours et à son engagement aussi, tout ça. Donc, qui gênait l'État, qui gênait le régime. Alors, il a été libéré après le vote de la loi